Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2313 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 9 mai avec des anniversaires et on peut voir tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme Douglas Luiz. Le joueur de Aston Villa il fête aujourd'hui ses 25 ans, il y a aussi l'ancien lyonnais Rachid Ghezal. Le joueur algérien il fête aujourd'hui ses 31 ans, lui qui évolue actuellement du côté du Beşiktaş. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir, lundi soir. Il y avait quelques matchs et tout d'abord en Angleterre. Et grosse surprise parce que l'équipe de Brighton qui réalise une très bonne saison, ils ont gagné il y a quelques jours contre l'équipe de Manchester United 1-0. Ils jouaient de nouveau à domicile, mais cette fois-ci ils ont perdu en plus un gros score. Ils ont perdu 5-1 contre Everton, une équipe qui joue le maintien. Donc Alexis McAllister de nouveau buteur côté Brighton, mais cette fois-ci son but n'a pas suffi parce qu'ils ont pris beaucoup de buts. Donc Doucouré doublé, Micnel un but et un but contre son camp, ce qui fait un gros score de Everton 5-1 du côté de Brighton. Victoire très importante bien sûr pour Everton dans l'optique du maintien. Donc les stats de la partie, donc ça a été une équipe ultra efficace et une autre beaucoup moins. Donc Brighton les gars c'est 5 tirs cadrés, un but, alors que Everton c'est 5 tirs cadrés, 5 buts. Voilà, ils ont marqué tous leurs frappes cadrées, ça a fini au fond des filets. Le gardien de Brighton n'a fait aucun arrêt hier et du coup ça fait une belle victoire 5-1. Et à noter que le français Doucouré les gars, buteur et en plus buteur express, au bout de 34 secondes de jeu il avait déjà ouvert le score dans le match. Donc avec son but, Abdoulaye Doucouré a marqué le troisième but le plus rapide de Première Ligue de la saison. On peut voir la troisième position, il y a Alcaraz, un joueur de Southampton, 27 secondes, c'était contre Arsenal. Et Billing les gars, un joueur de Bournemouth, il lui a fallu seulement 9 secondes cette saison pour inscrire un but. C'est le but le plus rapide bien sûr de la saison, je crois l'un des buts les plus rapides de l'histoire de la Première Ligue. Il y avait aussi un autre match entre Fulham et l'équipe de Leicester et là aussi pas mal de buts. Donc c'est Fulham qui s'est imposé 5-3 dans ce match. À noter que l'ancien joueur de Chelsea, Willian, a inscrit un doublé. Vinicius les gars, un joueur aussi de Fulham, a inscrit un but côté Leicester les gars. Barnes un doublé, Maddison également buteur. Jamie Vardy a eu un penalty qui n'a pas réussi à marquer, Jamie Vardy. Donc voilà, ça fait 5-3 pour l'équipe de Fulham. Donc là aussi les attaquants ont été efficaces. Côté Fulham 7 tirs cadrés, 5 buts, seulement 2 arrêts du gardien de Leicester. Donc belle victoire bien sûr de Fulham. Et côté Leicester, eux c'est vraiment, parce que Fulham voilà, ils sont maintenus, c'est bon. Mais côté Leicester, les gars, c'est très inquiétant parce que Leicester est relégable en Première Ligue. 2 points derrière Everton et la fin de saison s'annonce très compliquée pour eux. Il leur reste 3 matchs en Première Ligue. Donc il y a Liverpool, Newcastle et West Ham. 3 équipes, enfin surtout Liverpool et Newcastle qui sont très forts actuellement. West Ham, c'est un petit peu mieux. Donc voilà, c'est quand même 3 grosses équipes qui vont affronter actuellement. Ils sont dans la dernière place, cette équipe de Leicester. Attention, ils pourraient descendre en deuxième division. Cette équipe qui a quand même remporté le championnat en 2016. Et il y avait aussi un match là, le troisième et dernier match en Première Ligue, là aussi beaucoup de buts, 7 buts également dans le match. Nottingham Forest contre Southampton, c'est simple, c'était l'avant-dernier contre le dernier. Et c'est Nottingham Forest qui fait la très bonne opération, s'imposant 4-3 contre l'équipe de Southampton. On peut voir tous les buteurs de la rencontre et donc les statistiques, on peut voir voilà, qu'il y a eu plus quand même de tirs. Côté Southampton à 19 tirs, 5 tirs cadrés, mais seulement 3 buts, alors que Nottingham 4 tirs cadrés, 4 buts. Là aussi très efficace. Hier, les gardiens n'ont pas été bons. Alors des matchs de Première Ligue, les attaquants ont été vraiment très bons et du coup ça fait des gros scores. Et concernant toujours cette équipe de Nottingham, parce qu'ils ont gagné 4-3, mais ils gagnaient déjà avec 3 buts à la mi-temps, ils gagnaient 3 à la mi-temps. Et la dernière fois que Nottingham Forest a marqué 3 fois dans une première mi-temps d'un match de Première Ligue, c'est en août 1995, il y a quasiment 30 ans. C'était lorsqu'ils battaient Southampton 4-3, ils avaient gagné 4-3 contre Southampton. C'est le même résultat en gros qu'ils ont fait hier contre la même équipe de Southampton. Et du coup les gars, sur ces 3 matchs, il y a eu quand même 21 buts qui ont été inscrits en Première Ligue. Voilà, seulement sur les 3 rencontres hier, bien sûr, c'était très prolifique à niveau spectacle on peut dire. Et avec tous ces buts, rien que ces 21 là sur ces 3 matchs là. Donc le championnat anglais, c'est où il y a le plus de buts inscrits ce week-end. Donc 34 buts du côté de la Première Ligue en Ligue 1, 30 buts. Il y a eu un match, il y a eu beaucoup de buts, le 5-4, où ça fait 9 buts entre Lyon et Montpellier. En Bundesliga, il y a eu 28 buts. En Liga, 27 buts. Et en Serie A, seulement 19 buts. Voilà pour montrer le nombre de buts inscrits, on va dire, dans les gros championnats ce week-end. Et pour revenir, les gars, sur la Première Ligue, parce que j'ai dit que c'était 3 matchs très importants, surtout pour le maintien, parce qu'il y a des équipes qui étaient très mal classées. Donc Southampton, les gars, après avoir perdu contre Nottingham Forest, Nottingham qui était avant-dernier, du coup maintenant ils remontent, ils sont même plus relégables maintenant. Nottingham ils sont 16e, donc Southampton eux maintenant ils ont 6 points de retard sur l'avant-dernier qui est Leeds United, donc ça sent pas du tout bon. Voilà pour l'équipe de Southampton qui devrait parce que voilà, rattraper 6 points même plus, il faut qu'ils rattrapent même 8 points parce que c'est Everton les premiers non relégables. Donc voilà, Southampton jouera la saison prochaine en deuxième division. Après concernant Leeds, Leicester, Everton et Nottingham, tout reste jouable, il reste 3 matchs les gars, il reste 9 points à prendre. West Ham, bon ça devrait le faire, ils devraient se maintenir. Donc voilà, les palpitants bien sûr,
cette fin de saison du côté de la Première Ligue pour le maintien. Direction aussi l'Italie avec quelques matchs hier. Donc tout d'abord Sassuolo contre l'équipe de Bologne, score final 1-1 entre ces deux équipes. Voilà les statistiques de la rencontre. Il y avait aussi l'équipe de Empoli contre Salernitana et c'est Empoli qui s'est imposé 2-1 dans cette rencontre. Là aussi on peut voir les stats bien sûr du match. Et il y avait aussi, c'est qui ça? C'est Udinese contre la Sampdoria. Et c'est Udinese qui s'est imposé 2-0 dans ce match. Une nouvelle défaite de la Sampdoria. Et voilà, c'est officiel les gars. Après 11 années de suite en Serie A, la Sampdoria est reléguée en Série B. Voilà, ils descendent en deuxième division. Donc des noms connus dans cette équipe comme Michael Cuisance, Gabbiadini, Ressé ou encore Winks. Donc voilà, c'est des joueurs, peut-être les joueurs les plus connus de cette équipe de la Sampdoria. Donc pas sûr qu'ils restent dans cette équipe parce que c'est officiel. Ils descendent en Série B. Donc voilà tous les résultats déjà de cette 34e journée du côté de l'Italie. Et du coup le classement, voilà pour parler tiens, de la Sampdoria qui est 20e les gars avec 17 points. Et donc le premier non relégable là, c'est Vérone qui en a 32 points. 13 points de retard alors qu'il reste plus de 4 matchs. Il y a 12 points à donner. Donc officiel, enfin mathématiquement c'est plus jouable. C'est pour ça que la Sampdoria descend. Cremonese, bon eux aussi sont très très proches là. S'ils ne gagnent pas le week-end prochain, Cremonese qui a 24 points, 6 points de retard sur Vérone, l'équipe première non relégable. Donc ça sera aussi fini pour Cremonese. Donc voilà, bien sûr, il y a du suspense pour le maintien et aussi pour les places qualificatives en Ligue des Champions parce que le titre, on sait que c'est déjà regardé, une petite coupe à côté du nom Naples parce qu'on sait que Naples, bien sûr, déjà vainqueur du Scudetto. On revient en France, les gars. On va parler aussi d'un match de Ligue 2 hier entre le leader Havrais et l'équipe de Rodez. Et le Havre s'impose en toute fin de match. Une petite victoire 1-0, un but contre son camp en plus. Dommage pour Rodez. Donc une victoire tellement importante bien sûr pour l'équipe du Havre qui gagne de nouveau. Donc les stats de la partie, bon ils ont marqué contre son camp. Voilà, on va dire l'équipe du Havre. Mais bon, ils auraient mérité bien sûr de gagner même peut-être avec pas mal de buts. Plus de 24 tirs quand même dans le match pour l'équipe du Havre. Donc voilà, le principal c'était de gagner. Peu importe le score, ils l'ont fait avec une victoire 1-0. Et le Havre est invaincu lors de ses 32 derniers matchs de championnat. Ils ont quasiment fait une saison entière sans perdre le moindre match. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est quand même énorme ce qu'est en train de réaliser cette équipe du Havre. Et c'est un record les gars, le Havre enchaîne à 32e match sans défaite en Ligue 2, égale le record d'invincibilité de 2e division vieux de 68 ans, ce dans 1955. Il y avait aussi l'équipe de Beauvais, j'avais dit, mais ça c'est Beauvais, c'était sous la nouvelle formule on va dire de la Ligue 2. Avec 20 équipes, mais avant les gars, si on prend toute l'historique de la deuxième division française, donc c'était Sedan les gars qui avaient le record qui datait de 68 ans, donc là ils sont au même niveau les gars, 32 matchs, donc si le prochain match du Havre ils ne perdent pas, ça sera eux le record ultime de matchs d'affilée sans perdre dans la deuxième division française. Et le Havre les gars compte 71 points après 34 matchs cette saison, donc c'est simple, les 6 équipes qui ont compté au moins autant de points à ce stade de la compétition ont toutes terminé à la première place du championnat. Voilà, ce serait vraiment une catastrophe si vous venez à ne pas terminer premier. Donc déjà la montée elle est quasiment validée, mais même la première place, ils vont certainement être champions de Ligue 2 cette équipe du Havre. Tous les 4 figures qu'il y a déjà eu dans le passé à chaque fois, ils ont fini premier. Et le Havre les gars, il leur faut plus que 4 points pour valider officiellement leur montée en Ligue 1. Je crois qu'il reste 4 matchs, je crois 3 ou 4 matchs en Ligue 2. Donc voilà, encore une victoire. Bien sûr si derrière ça gagne, par exemple le deuxième perd des points, donc il leur faut là encore moins de points pour être sûr d'être pour valider leur montée. Donc voilà, ça sent très très bon pour l'équipe du Havre qui a 71 points, Bordeaux 65 et Metz 62. Donc voilà, bon, le Havre on pense qu'ils vont finir premier et bien sûr monter. Et après entre Bordeaux et Metz, tout se jouera jusqu'à la dernière journée. Il reste plus que 4 matchs, voilà, parce que là c'est la 34e, il y en a 38 bien sûr du côté de la Ligue 2. On prend la direction de l'Angleterre, on va parler de la Championship et on connaît les playoffs. Donc pourtant promu cette saison, ils montaient de 3e division en 2e division, l'équipe de Sunderland. Et Sunderland termine à la 6e place de Championship et est qualifié pour les playoffs d'accession à la Première Ligue. Les Black Cats n'ont plus connu la Première Ligue depuis 2016-2017, ont même passé 4 saisons 3e division depuis. Et là, ils sont montés cette année en Championship et finissent 6e. Et du coup, vous savez qu'il y a les playoffs pour monter en Première Ligue. On connaît déjà que Burnley et c'est qui Sheffield, eux c'est sûr, ils montent en Première Ligue. Et il y aura une autre équipe qui montrera peut-être l'équipe de Sunderland, les gars. Donc on connaît les qualifiés, les gars. Donc l'équipe qui a fini 3e, Luton, Middlesbrough 4e, Coventry 5e et Sunderland. Donc en gros ça va faire un match Luton, on dit Luton plutôt, Sunderland, Luton recevra et Middlesbrough recevra Coventry et les deux équipes qui gagneront feront une finale, ça sera la finale des playoffs qui se jouera du côté de Wembley, puis après voilà, ça sera l'équipe qui gagnera, on va dire ces playoffs qui montera tout simplement saison prochaine en Première Ligue. Donc voilà, tu as le classement les gars, le classement final parce que voilà c'est fini du côté de la Championship, Burnley les gars 101 points, ils ont atteint les 101 points, Sheffield 80
91 points. Puis après, ben voilà, Luton, Middlesbrough, Coventry ou même Sunderland. Sunderland, là, ça s'est joué à rien, les gars, parce que l'équipe qui est 7ème, c'est par rapport à la différence de buts. Ils avaient le même nombre de points, c'est par rapport à la différence de buts qu'ils ont fini 7ème. Je crois que c'est Blackburn, hein, les gars, qui finit 7ème, et Sunderland, vu qu'ils ont une meilleure différence de buts, pour vous dire voilà, que c'est important, bah, ils finissent 6ème et potentiellement bah, ils pourront peut-être monter en première ligue. Mais bon, il va falloir gagner 2 matchs très importants, vu que là c'est le débarrage. Et pour revenir, les gars, sur Burnley, les premiers, hein, l'équipe de Vincent Kompany, hein, vu que c'est le coach. Hein, donc Kompany a touché 100 points en une saison, à la fois en tant qu'entraîneur et en tant que joueur. Donc tout d'abord en tant que coach, hein, vu que c'est le coach de Burnley, je dis avec cette saison à 101 points. Et avec en tant que joueur avec Manchester City lors de cette saison, donc 100 points, hein, il avait atteint donc en 38 matchs, parce que là c'est qu'il y a beaucoup plus de matchs, vu qu'il y a 24 équipes, hein, du côté de la Championship. Bref, là c'était 38 matchs, donc 32 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 100 points il avait obtenu, hein, c'était il y a quelques années, je me souviens plus exactement c'était quelle année, mais bien sûr c'était le capitaine de City à l'époque, on peut le voir avec Kevin De Bruyne. Bah tiens, on va parler de Manchester City, parce qu'aujourd'hui, bah, City joue la Ligue des Champions, c'est le retour de la Champions League, les demi-finales. Ça commence, enfin la première c'est ce soir, l'autre c'est demain. Et on va parler tout d'abord de la première affiche, hein, qui est ce soir, les gars. Et c'est une affiche qui aurait pu être une finale de Ligue des Champions. Pour moi, c'est peut-être les 2 meilleures équipes au monde actuellement, hein. Le Real Madrid contre Manchester City, acte 1, c'est ce soir. Et on va parler bien sûr de cette rencontre, hein. Demain ça sera Milan-Inter, on parlera demain bien sûr plutôt de cette rencontre. Bref, nous on revient sur le match du soir. Et bien sûr en Espagne, du côté de Madrid, hein, les unes des journaux madrilènes, bah, ça revient sur cette affiche, la une du journal AS. Donc un magicien et une machine, le magicien Vini Junior et la machine Erling Haaland, bien sûr, hein, qui un joueur que voilà, le Real Madrid, bien sûr, doit prendre très au sérieux. Hein. La une du journal marque un autre journal, on va dire, madrilène. Hein. Donc un monstre on revient du côté de Madrid. Hein. Voilà, Haaland fait quand même les deux unes, hein, des 2 gros journaux madrilènes, et même du côté de la Catalogne, hein, du côté du Barça Sport, hein, qui est un journal catalan, on va dire, eux aussi, un duel total, bien sûr, entre le Real et Manchester City. Donc les dernières confrontations, donc la dernière c'est celle tout en bas, enfin l'avant-dernière, parce que la dernière c'est ce soir, bref, l'avant-dernière, les gars, on peut voir 3-1, c'était le match aller, souvenez-vous, enfin le match retour plutôt la saison dernière, hein, de demi-finale, et le match aller, la victoire 4-3, on peut voir les derniers matchs, on peut voir, c'est kiff-kiff, hein, City a gagné, hein, pas mal de fois contre le Real a gagné pas mal de fois contre City, c'est quasiment, je crois, moitié-moitié, on va dire, en termes de victoire. Hein. Donc ce soir, acte 1, bien sûr, hein, de cette demi-finale. Et tout d'abord, avec le Real Madrid, le groupe convoqué par Carlo Ancelotti, hein, pour la réception de Manchester City. Donc seuls 2 absents, Militao suspendu, n'oubliez pas qu'il n'est pas là, Militao, les gars, s'il prenait un jaune lors du match précédent contre Chelsea, il était suspendu pour la demi-finale aller, ben, voilà, il ne sera pas là. Militao, ça c'est un gros coup dur bien sûr pour le Real, et aussi Mendy, hein, qui est blessé, sinon tout le monde est là, hein, du côté du Real Madrid. Quelques photos des joueurs madrilènes à l'entraînement, hein, c'était hier, aujourd'hui pas d'entraînement bien sûr, hein, vu qu'il y a match ce soir. On peut voir Karim Benzema, on peut voir Aurélien Tchouameni, on peut voir Camavinga, Rodrigo, tiens, qui a marqué un doublé il y a quelques jours, hein, les visages très concentrés, hein, parce que là voilà, tout se joue là en Ligue des Champions, bien sûr, t'affrontes City, là c'est un redoutable adversaire, donc voilà, Camavinga, hein, qui sera certainement bien sûr titulaire. Et hier il y avait Toni Kroos, les gars, et Carlo Ancelotti en conférence de presse, il y a une déclaration de Toni Kroos, hein, j'ai confiance en notre expérience pour jouer ces matchs, hein, bien sûr, et Ancelotti a dit gagner la coupe est une motivation supplémentaire pour le match contre City. Donc là seulement 2 déclarations très rapides. Pour avoir toutes les déclarations, je vais faire une vidéo, les gars, d'avant-match. Elle est sur ma chaîne BizBiz Real Madrid, hein, si vous voulez avoir toutes les infos, bien sûr, de cette rencontre. Hein. Donc c'est sur cette chaîne, hein, qui est dans ma description. Bref, on continue, les gars, et on peut voir la compo qui pourrait être alignée ce soir côté Real Madrid. Donc Courtois devrait... Voilà, bon, il n'y a pas de souci, hein, ce sera lui. Camavinga devrait commencer défenseur gauche, Eduardo Camavinga, David Alaba, Rudiger, Carvajal, vu que, Militao n'est pas là, donc ça doit être Alaba et Rudiger, hein, la charnière, on va dire, centrale. Milieu de terrain, Kroos, Modric, Fede Valverde, et en attaque, Rodrigo, Benzema, Vini Junior. Voilà, c'est quasiment sûr que ça soit ça. Je vois pas d'autres changements. Tchouameni, hein, devrait être sur le banc, Aurélien Tchouameni. Donc voilà, le 11 normalement côté Real Madrid, et le 11 côté normalement Manchester City. Donc déjà, juste une petite info, Nathan qu'on peut voir, le numéro 6 tout en bas à gauche, hein, ne devrait pas commencer, parce qu'en gros il est forfait. Voilà, il n'est pas dans le groupe, Nathan Ake, donc s'il n'est pas dans le groupe, il ne peut pas être là, donc ça ne sera pas Ake, hein, on le remplace par un autre joueur. Sinon le reste ça devrait être ça, les gars, avec Akanji, Diaz, Rodri, John Stone, Grealish, Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva et Erling Haaland, et Ederson bien sûr au but. Donc concernant Riyad Mahrez, pourtant il a été auteur de 2 passes D, alors du dernier match là, de championnat pour Gundogan, il sera sur le banc normalement. Donc voilà, normalement la compo côté Manchester City, hein, et on peut voir le groupe, hein, convoqué, comme j'ai dit, les gars. Nathan Ake n'est pas dedans, donc sinon tout le monde est là, hein, du côté de City, une équipe redoutable, hein, quand même. City, il y a des énormes
énormes noms, même sur le banc, les gars, il y a des noms comme de fou. Phil Foden, les gars, qu'on n'a pas parlé, Phil Foden est également sur le banc, pour vous montrer quand même la qualité du banc du côté de Manchester City. Quelques photos, il y a des joueurs de City qu'on rejoint Madrid. C'était hier, ils sont déjà bien sûr à Madrid, avec Jack Grealish, avec Alvarez ou même Akanji, voilà, le défenseur suisse. Ils ont fait aussi un entraînement, donc voilà quelques photos de l'entraînement de ces joueurs de Manchester City avant d'affronter le Real. Il y avait la conférence de presse de Pep Guardiola avec Rodri, quelques déclarations. Tout d'abord, Rodri, il a dit: l'an dernier nous avons réalisé 2 grands matchs, malheureusement nous ne sommes pas qualifiés, mais nous sommes de nouveau là et nous allons nous battre avec beaucoup de motivation. Nous avons été très bons cette année et cette rencontre arrive au meilleur moment. Voilà. C'est vrai que City, j'en ai parlé hier, les gars, reste sur 20 matchs quand même d'affilée sans perdre. City et 17 victoires sur ces 20 matchs. Voilà, c'est l'équipe vraiment qui arrive en pleine puissance, on va dire, cette équipe de City. Toujours avec Rodri, un match incroyable nous attend. Donc demain, donc maintenant ce soir, nous devons montrer la meilleure version de nous-mêmes et nous battre pour aller en finale. Pep Guardiola aussi était en conférence de presse. Nous sommes arrivés ici la saison dernière avec la volonté d'aller en finale. Nous avons très bien joué dans les 2 matchs, mais il s'est passé ce qu'il s'est passé. Nous sommes de retour 1 an après. Nous ne voulons pas prendre notre revanche. Voilà, il veut juste jouer et gagner tout simplement ce soir et la semaine prochaine. Et toujours avec Pep, pour gagner cette compétition, vous devez battre les meilleures équipes. Le Real Madrid a été la meilleure équipe au cours des 7-8 dernières années. Il va falloir performer pour éliminer. Donc ce soir, c'est l'acte 1. Il part avoir une défaite pour City et se qualifier au match retour, bien sûr. Mais bon, voilà, déjà, celui qui gagnera ce soir prendra un petit aspect psychologique sur l'eau. Donc c'est un vainqueur, bien sûr. Donc voilà, cette grosse rencontre ce soir, bien sûr. Je vous donnerai mon pronostic, les gars, en toute fin de vidéo. On continue, les gars, cet épisode. On va parler de Léo Messi. Et Messi, les gars, c'était hier, lundi, était de retour à l'entraînement. Pourtant, on avait entendu qu'il était suspendu 2 semaines, il ne pouvait pas jouer, il ne pouvait pas s'entraîner. Et là, ça faisait même pas 2 semaines, vu que c'était le lundi d'avant, les gars, qu'il avait été sanctionné parce qu'il n'était pas allé à l'entraînement. Donc hier, il était bien là. Donc suspendu 2 semaines suite à son absence à l'entraînement la semaine passée. Léo Messi a fait son retour au camp des loges. L'apaisement est de mise entre l'Argentin et le club. Donc Léo Messi était de retour hier à l'entraînement. Il s'est entraîné seul avec l'équipe alors que l'équipe est en repos. Vu qu'hier c'était un jour de repos côté PSG, vu qu'ils ont gagné le match contre 3 dimanche dernier. Donc il est venu seul s'entraîner. Voilà, Léo Messi. Donc on pense tout simplement qu'il sera là pour le prochain match du Paris Saint-Germain, qui est la réception de l'AS Ajaccio. Donc Léo Messi sera disponible pour Ajaccio. Sa suspension a été levée. Bien sûr, s'il s'entraînait hier, s'il s'entraîne de nouveau aujourd'hui, les gars, c'est pour jouer bien sûr le prochain match ce week-end de championnat. Donc voilà, les gars, Messi n'est plus suspendu par l'équipe parisienne. Et toujours avec Messi, donc après avoir repris l'entraînement avec le PSG ce matin, donc c'était hier matin, le septuple Ballon d'Or Léo Messi a décroché dans la soirée, donc hier soir, le titre de sportif mondial de l'année, le Russe. Donc voilà, c'est Léo Messi qui a remporté ce gros trophée, quand même un meilleur sportif de l'année, tout sport confondu, pas que football, football, basket, cyclisme, tennis, tout ça, c'est Léo Messi, les gars, le plus grand sportif de l'année. Donc c'était l'année dernière. Donc voilà, c'est la 2e fois qu'il remporte le trophée, alors qu'il est le seul footballeur à l'avoir gagné. Jamais un footballeur l'avait gagné, comme ce trophée, les gars. C'est souvent, je sais pas, des tennisman, peu importe, les gars. Donc là, Léo Messi, les gars, c'est le seul footballeur à remporter en 2020 et 2023. Donc félicitations, bien sûr, à Léo Messi. Félicitations à lui. Donc il succède au pilote de Formule 1, Max Verstappen. Donc voilà, bien sûr, immense trophée, on peut dire, pour Léo Messi, qui pourra mettre dans son armoire à trophées, qui est déjà très bien garni. Et quelques photos de Léo Messi hier. Donc je crois que c'était du côté, je sais pas où c'était, peut-être en Suisse. Voilà, cette cérémonie, voilà, il est venu bien sûr avec sa femme, Antonella. Donc voilà, quelques photos. Il y avait aussi Lewandowski, les gars, qui étaient présents lors de cette cérémonie. Lewandowski a pu parler à Messi. Voilà, peut-être les 2 futurs coéquipiers. N'oubliez pas que Messi est peut-être pressenti du côté du Barça, si ça peut se faire. Et Lewandowski, bien sûr, joueur du Barça. Donc les 2 pourraient être coéquipiers la saison prochaine du côté du FC Barcelone. Il y avait aussi, donc Messi, il y avait aussi Lisandro Martinez, un autre joueur argentin, et le président de l'AFA, donc président en gros de la fédération argentine de football, donc Claudio Tapia, qui ont reçu le prix argentin de l'équipe mondiale russe de l'année, par rapport à leur titre de champion du monde obtenu l'année dernière. Et il y avait aussi Christian Eriksen qui était présent lors de cette cérémonie, porte le prix l'Euro World Comeback de l'année. Donc comeback, parce qu'on sait par rapport à ce qu'il a eu lors du dernier Euro avec sa crise cardiaque, puis il a pu revenir et maintenant il est au top, bien sûr, du côté de Manchester United. Et pour revenir, les gars, sur Léo Messi, donc cette fois c'est rien à voir avec la cérémonie d'hier, mais concernant son futur, le plan saoudien pour faire venir Léo Messi. Donc Léo Messi n'a toujours pas tranché et temporise sur la suite de sa carrière, mais il fait l'objet d'une cour assidue de l'Arabie Saoudite, qui a élaboré toute une stratégie pour le convaincre de signer
du côté de l'Arabie Saoudite. Donc Léo Messi, bon, c'est d'après le Cheginto TV. Voilà, c'est des infos des fois à prendre avec des pincettes, on peut dire. Donc aurait accepté la proposition de Al Hilal, une équipe saoudienne. Donc Busquets devrait également signer. Jordi Alba pourrait aussi se joindre à eux. Donc voilà les gars, Messi aurait accepté. Bon, moi je pense pas qu'il aurait accepté parce que lui sa préférence bien sûr c'est le Barça. Mais si bien sûr le Barça, les gars, regardez, Léo Messi jouera pour Al Hilal que si son retour au Barça est impossible parce que le Barça a proposé un plan de viabilité à la Liga pour faire revenir Messi. Donc pour l'instant c'est toujours en stand-by, on ne sait pas si ça va être accepté ou non. Mais si ça venait être refusé les gars, Messi il faudrait trouver un autre club parce que s'il ne peut pas retourner au Barça, on ne va pas rester du côté du PSG. Et ça pourrait être l'Arabie Saoudite, les gars. C'est pour ça que c'est jouable. Donc, il serait prêt aussi à signer Busquets et Alba, cette équipe de Al Hilal. Et Messi, les gars, s'il venait signer du côté de Al Hilal, donc il toucherait 600 millions d'euros par an, d'après un journaliste de Foot Mercato. Donc, voilà ce qu'il pourrait toucher par heure, les gars. 70 000 euros par heure, par seconde, 20 euros toutes les secondes. Même quand il dort, c'est pas que quand il joue, les gars. Même quand il dort la nuit, à 3 h du matin, il touche toujours 20 secondes enfin 20 euros par seconde, vous avez compris. Donc, voilà. Après pour l'instant il n'a encore rien accepté, lui il veut retourner du côté du Barça, mais si ça se fait pas, il pourrait avoir ce jackpot. Léo Messi bien sûr, ce serait le plus gros contrat pour un sportif, tout sport confondu, vraiment ce serait un contrat en or pour Léo Messi. Et ces deux-là pourraient potentiellement se retrouver en Arabie Saoudite la saison prochaine, bien sûr, avec Ronaldo, lui déjà en Arabie Saoudite, et Messi peut-être du côté de l'Arabie Saoudite. Donc il y aura peut-être des classicos, Real Barça avec Messi et Ronaldo, mais cette fois c'est en Arabie Saoudite. On peut dire Messi du côté de Al Hilal et Cristiano Ronaldo du côté de Al Nasser. Et pour convaincre Léo Messi de venir à Al Hilal, cette équipe a fait une offre aussi, Alba et Busquets, je vous l'ai dit, et s'apprête à en faire aussi une autre à Marco Verratti, les gars. Verratti aussi, cette équipe saoudienne aimerait le faire venir du côté de la Ligue saoudienne. Donc voilà ce qu'elle va dire bien sûr sur Messi. Dès que j'en sais plus sur tout ça, je vous dirai tout ça plus tard. La une aujourd'hui les gars, ce mardi 9 mai 2023, j'en ai parlé un petit peu hier dans mon After Zap Image, on va revenir bien sûr, parce que c'est quand même quelque chose de fort, le roi découronné, en parlant de Jean-Michel Aulas, donc par rapport à son licenciement on peut dire, donc 36 ans après avoir accédé à la présidence de Lyon, 7 fois champion sous son mandat, Jean-Michel Aulas a été démis de ses fonctions par John Textor, le propriétaire du club, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode hier soir dans mon After Zap Image, qu'en première ligne de description j'avais dit que Aulas et Lyon, c'est fini les gars, ça faisait plus de 36 ans qu'il était président de Lyon, donc voilà, c'est fini. John Textor, le propriétaire, l'a enlevé, en gros c'est plus le président tout simplement. Et concernant Aulas, pourrait devenir le prochain vice-président de la FFF aux côtés de Philippe Diallo, qui est le président de la FFF actuellement par intérim, il a remplacé Noël Le Graët, donc lui ça pourrait être le vice-président, en gros le bras droit on va dire de Philippe Diallo du côté de la Fédération Française de Football. Et toujours avec Aulas a beaucoup d'admiration et de respect. Les présidents de Ligue 1 saluent Jean-Michel Aulas, comme Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, qui rend hommage à Jean-Michel Aulas. Il a dit parce que quand on prend conscience de la durée de la présidence de Jean-Michel Aulas, donc 36 ans, et de son investissement, de ce qu'il a fait de son club, du travail qu'il a accompli, c'est une page du football français qui se tourne aujourd'hui. Je l'ai dit et je le redis, tout ce qu'il a fait mérite un respect exceptionnel. C'est vrai que c'est fort, les gars. Il y a 36 ans, Lyon, personne ne connaissait l'Olympique Lyonnais, et il a pris la présidence de Lyon, il a tout gagné avec Lyon, sur le territoire français, la Ligue 1, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, Trophée des Champions, il a tout remporté, même aussi avec la section féminine, où il a remporté pas mal de fois, 8 fois la Ligue des Champions féminine, bien sûr, donc voilà, c'est quelqu'un de très très fort, qui aura marqué à tout jamais bien sûr l'histoire de Lyon, tout simplement Jean-Michel Aulas. Benzema les gars qui rend hommage à Jean-Michel Aulas sur Instagram, Réfé en gros ça veut dire chef tout simplement, une photo qu'il a pu publier, Benzema dès qu'il a appris que Aulas n'était plus le président de Lyon. Il y a aussi Ryan Cherki, le jeune joueur qui rend hommage à Jean-Michel Aulas sur son compte Instagram, une photo de lui. Parce que c'est lui qui l'a fait signer, on va dire, du côté du centre de formation de l'Olympique lyonnais. Et Hatem Ben Arfa aussi, ancien joueur lyonnais, donc lui, l'inverse de Cherki ou même Ben Arfa. Donc tu ne vas pas manquer au football, au revoir. Voilà ce qu'il a mis quand même sur sa story Instagram, Hatem Ben Arfa. Donc voilà, ça c'est pas cool, bien sûr. Ben Arfa, on sait qu'il a fait une carrière. C'est à cause de ça, les gars, que sa carrière a peut-être floppé à Ben Arfa, qui est de la même génération que Benzema. Les deux sont nés en 1987. Benzema, les gars, magnifique carrière. Et Ben Arfa, qui avait un talent peut-être
aussi important que Karim Benzema. Il n'a pas du tout fait la même carrière, peut-être par rapport à son comportement. Et des choses comme ça, on va dire tu ne vas pas manquer au football. Il était pas obligé de dire ça, bien sûr. Ben Arfa sur Aulas, bref. Et Lovren, les gars, joueur de Lyon, sur les propos de Ben Arfa pour Aulas. Chercher le respect et non l'attention, cela dure plus longtemps. Voilà, c'est le pic quand même envoyé de Lovren sur Hatem Ben Arfa. Regardez sur son compte Twitter. Voilà, donc il a bien dit, bien sûr, Lovren sur Hatem Ben Arfa. Et toujours avec Ben Arfa, donc Frédéric Guéra, ancien agent d'Hatem Ben Arfa, à propos de la story Instagram sur Jean-Michel Aulas. Donc il a dit son ancien agent, ayant été à l'origine et signataire des premiers contrats professionnels de Ben Arfa à l'Olympique Lyonnais, je peux dire sans vergogne que ce poste est la pire des ingratitudes. Et pourtant ce garçon m'avait déjà habitué au pire. Il ne grandira jamais. C'est la seule façon qui lui reste pour exister dans un monde où il n'a jamais brillé. Alors, voilà quand même aussi le gros clash de l'ancien agent de Hatem Ben Arfa sur Hatem Ben Arfa, voilà, de dire en gros il n'a jamais brillé dans le football, c'est dommage parce qu'il avait un énorme talent et c'est vrai qu'il a fait un petit peu n'importe quoi, la preuve encore avec ce qu'il a pu mettre hier sur son compte Instagram. Et toujours avec Lyon les gars, donc on a parlé de Aulas, tout ça, mais Laurent Blanc aussi, le coach, est en danger à Lyon. Son avenir est loin d'être assuré et c'est la future direction sportive du club qui décidera de son avenir, donc au gros John Textor, vu que c'est lui le propriétaire du club. Les propriétaires ne sont pas fans de son profil et pourraient se pencher vers un licenciement débouchant sur l'arrivée d'un nouvel entraîneur du côté de Lyon. Voilà, Lyon les gars, il y a tout qui change là actuellement. Le président c'est plus le même, le coach pourrait être viré et un autre pourrait arriver à la place de Laurent Blanc. Concernant Bruno Chéroux aussi, donc John Textor va se séparer de Bruno Chéroux, responsable de la cellule de recrutement du côté de Lyon, et Vincent Ponceau, le directeur en gros sportif de cette équipe, pourrait aussi être licencié. Donc voilà, en gros tout le monde, normalement tout le monde va être viré du côté de Lyon, puis tout le monde, enfin des nouvelles personnes devraient arriver dans l'organigramme, on va dire, de cette équipe de l'Olympique Lyonnais. On va parler d'une autre équipe les gars, c'est l'équipe du FC Nantes et Comboiré lui aussi, c'est fini à Nantes et Comboiré c'est fini. Donc le FC Nantes, relégable à 4 journées de la fin, a décidé de se séparer de son entraîneur Antoine Comboiré. Voilà, c'est vrai que Comboiré là c'est pas ouf avec la finale perdue, 5-1, on se souvient il y a une dizaine de jours contre l'équipe de Toulouse. Ils ont perdu en milieu de semaine contre Brest, c'était 2-0. Ils ont perdu ce week-end contre Strasbourg, un match aussi qu'ils ne devaient pas perdre. C'est vrai que Strasbourg et Brest c'était deux matchs qu'ils devaient gagner. C'était deux équipes concurrentes avec Nantes pour le maintien. Ils ont perdu les deux matchs, le FC Nantes. Donc du coup, voilà, le coach s'est fait licencier. Donc on va connaître très prochainement. Je crois qu'actuellement c'est l'entraîneur de l'équipe U19 de Nantes qui va prendre l'intérim avant que bien sûr un entraîneur soit nommé coach des Canaries. On va parler de Payet les gars, qui risque une suspension de 4 à 5 matchs après avoir giflé Yannick Cahuzac lors de Lens-Marseille. La commission de discipline de la LFP devrait se saisir de son cas. En 2018, Anthony Lopez avait écopé de 5 matchs pour un geste similaire. Donc c'est pour ça qu'il pourrait être suspendu 5 matchs. Dimitri Payet, parce qu'à la fin du match, je crois que c'était à la fin, donc Payet et Yannick Cahuzac, je ne sais plus, Yannick Cahuzac, je crois que c'est quelqu'un dans le staff de Lens, donc en gros, il a pris, Payet lui a mis une gifle, et ça a été filmé tout ça. Donc c'est demain les gars, c'est toujours le mercredi qu'il y a la commission de discipline, donc demain, on connaîtra sa suspension, ça pourrait monter jusqu'à 5 matchs pour Dimitri Payet qui avait été buteur lors du match bien sûr contre l'équipe de Lens. Tiens, toujours avec l'Olympique de Marseille, on a parlé de Payet, on va parler aussi de Guendouzi les gars. Il pourrait quitter l'Olympique de Marseille cet été. Aston Villa est intéressé depuis un moment. D'autres clubs sont sur le coup, c'est Fabrizio Romano qui donne cette info. Donc voilà, s'il donne ça, le journaliste italien, c'est pas pour rien. Donc Guendouzi en plus encore sur le banc lors du dernier match, le joueur Matteo Guendouzi. Donc ça sent le départ pour lui et peut-être un retour pour lui du côté de la première ligue. Et toujours avec l'OM les gars, pensera se faire prêter Yacine Bounou, le gardien marocain qui a fait une magnifique Coupe du Monde avec le Maroc, donc gardien de Séville. Donc le joueur veut jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. La bonne relation entre Marseille et Séville pourrait faciliter le deal parce que Séville ne jouera, à part s'ils gagnent l'Europa League, c'est vrai qu'ils sont toujours qualifiés, ils sont vraiment en demi-finale. S'ils gagnent l'Europa League, ils seront qualifiés en Ligue des Champions, mais s'il n'y a pas de Ligue des Champions, parce qu'en championnat je crois qu'ils avaient 10e, donc ils finiront pas dans le top 4. Donc voilà, le gardien lui pourrait quitter l'équipe et peut-être Marseille s'il se qualifie. Là, il pourrait peut-être accueillir Yacine Bounou. Et on finit les gars cet épisode bien évidemment avec le match ce soir, Real contre Manchester City plutôt, parce que c'est bien Madrid ce soir, c'est important bien sûr. Donc mettez-moi un prono en commentaire bien sûr pour ceux qui veulent. Donc moi mon pronostic les gars, je pars sur la victoire du Real Madrid et j'espère que le Real Madrid va s'imposer. Je vais partir une victoire, compliquée bien sûr. Je vais partir une victoire 2-1 du Real Madrid contre Manchester City ce soir pour ce acte 1 on va dire de cette demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire.
Aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à 17h pour l'After Zap Image et demain les gars, voilà, demain sur cette chaîne pour le prochain épisode. Et aussi les gars, à la fin du match sur ma chaîne BizBiz Real les gars, il y aura bien sûr le débrief de cette rencontre entre ces deux grosses équipes ce soir. Allez, moi je vous laisse, bon mardi à vous, bon match ce soir et à demain.